Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la barbarie. Pourquoi la barbarie? Eh bien, c'est un sujet qui éternel, je dirais, mais surtout après la Shoah, la question de la persistance de la barbarie dans des pays très civilisés, entre guillemets, est une question qui a euh, qui a suscité des travaux et qui est véritablement une question qu'il faut se poser. En ce qui concerne la Shoah, comment des gens qui ont une femme, des enfants, qui connaissent bien la musique classique, qui ont une grande éducation, comment ces gens-là, d'un autre côté, ça ne les dérange pas de participer aux pires atrocités que l'histoire ait pu connaître? Comment des gens, entre guillemets, normaux, je sais que normaux, ça ne veut rien dire, mais quand même, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, je sais bien, vous allez me dire, aujourd'hui, les barbares qui sont à nos portes ne représentent pas forcément la civilisation la plus éduquée, mais on peut aussi se demander comment se fait-il que des gens qui croient en Dieu parviennent à réaliser des actes complètement inhumains. C'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Alors moi, je me suis dit, franchement, est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre la barbarie? Ou si je reprends le titre précis que Dan a choisi, Barbarie, que peut l'éducation? Parce que si on peut imaginer un moyen d'agir, c'est sûr que l'éducation serait le moyen privilégié. Et alors pourquoi j'ai demandé à Dan? Parce que Dan, figurez-vous, c'est un éducateur. Dans le sens où être éducateur, ça n'est pas un métier, c'est une vocation. Parce qu'il y a deux temps, je dirais, chez Dan, de l'éducation. Il y a d'abord le temps de l'éducation en France. Parce que pour Dan, le système scolaire français, c'est le système scolaire qui permet à des populations extrêmement modestes, des populations ouvrières, de sortir de leurs conditions, de s'élever, pas seulement socialement, de s'élever au plan de la culture, de s'élever au plan de l'esprit, de s'élever au plan spirituel. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un modèle d'éducation qui, chez Dan, a été extrêmement important, puisque Dan vient d'une famille ouvrière du nord de la France. Et puis, il y a un deuxième volet. Dan arrive en Israël avec Shoshana, avec sa famille, et il crée, il invente, je ne sais pas comment on dirait ça, une nouvelle méthode d'enseignement qui est basée sur le Tanakh, que je suis bien incapable de vous expliquer. Mais quand même, vous pouvez comprendre que ce n'est pas n'importe qui est capable d'inventer une méthode pédagogique nouvelle. Voilà. Alors, Dan, à part ça, c'est un ami, je ne veux pas qu'il soit fâché que je parle comme ça, mais c'est quelqu'un qui sait tout sur tous les sujets. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait particulier. Donc, je lui donne la parole. Ouais. C'était presque une, enfin, un ESPED, hein, comment on dit ça, Bon, enfin, comme je suis encore vivant, alors je peux parler. Euh, euh, tu as évoqué là deux sujets qui sont, enfin, il y a ce concept de barbarie et il y a le concept de l'éducation. Et donc on attribue une manière d'agir, des actes d'une cruauté euh, étonnante
puisque nous nous sommes habitués à une norme euh, beaucoup plus civilisée, retenue, avec du respect de l'autre depuis des années dans l'Occident. Et ça n'a pas été facile. Euh, et c'est la civilisation. Donc la civilisation a cette conscience d'elle-même qu'elle porte des normes positives de conduite de l'individu à l'intérieur d'une communauté, et d'une communauté qui comporte des contradictions, des différentes classes, différentes composantes, même quelquefois ethniques et ainsi de suite, ou linguistiques, comme en Suisse par exemple, et qui vivent ensemble. Donc il y a le vivre ensemble d'une civilisation euh, qui sait euh, rendre les pulsions sauvages euh, inoffensives dans dans leur majorité. Et ce qui permet d'avoir la sécurité et de construire les moyens de fournir les besoins de base de chacun des membres de cette communauté civilisée, évidemment avec les disparités de richesse et ainsi de suite qui existent un peu partout. Et évidemment, il y a aussi les données de base. Euh, les hommes sont définis comme égaux en droit, et on oublie ça, que c'est ça la définition. C'est sûr que à la naissance, il y a il y a des différences entre les personnes. Il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, de tous les points de vue d'ailleurs, du point de vue physique, du point de vue de la capacité, de leur force physique, de leur intelligence, de leur capacité de vie sociale et ainsi de suite, de leur générosité ou non. Et, et par conséquent, donc, dans cette disparité des individus, la civilisation permet un vivre ensemble qui est au bénéfice de tous. Et étant donné que l'humanité est formée de différentes sociétés, et dans chaque société, si elle, si elle vit, c'est déjà un signe qu'elle a ces mécanismes qui lui permettent de survivre et de ne pas s'écrouler. Euh, chaque société a ses valeurs et des valeurs de base qui sont en général assez communes à toutes les sociétés, et il y a des différences. Et il faut se rappeler que du point de vue historique, la civilisation, ça vient du mot kiwis, kiwitas, c'est une société qui est fondée sur la présence de villes. C'est-à-dire que c'est une société qui est complexe, une société dans laquelle il y a une division du travail perfectionnée. Euh, et, et par conséquent, cette complexité qui d'ailleurs, du point de vue historique, ça a commencé à Sumer, euh, en Mésopotamie du Sud, l'apparition de villes, à l'opposé de l'état néolithique dans lequel la société était composée de villages, eh bien, elle permet l'apparition de l'écriture, et qui au début n'est qu'un outil administratif, mais qui assez vite permet de conserver les traditions, la littérature, les mythes, les valeurs, et, qui étaient auparavant transmises d'une manière orale. Et donc cette complexité d'une société qui va enrichir, qui va s'enrichir de génération en génération des acquis euh, progressifs, euh, et qui va avoir une sorte de mémoire écrite euh, qui va pouvoir donc s'augmenter
au-delà de la capacité de mémoire de l'oral, euh, va engendrer un mode de vie qui est plus sophistiqué que les modes de vie précédents. Ça ne veut pas dire, et ça c'est très 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 important, ça ne veut pas dire que la civilisation est bonne. Je vais vous donner pour exemple, dans les siècles, disons 4e, 5e siècle de notre ère, il y avait l'Empire romain d'Orient, des Byzance, chrétien, donc avec des valeurs et tout ça, mais qui était extrêmement corrompu. Et il y avait les barbares germains ou slaves qui étaient à l'extérieur. Et, euh, et les barbares, quand ils venaient à la cour de Byzance, s'enorgueillissaient de la pureté de leurs mœurs. Et il y a quelque chose là-dedans. Il y a aussi il y a, c'est curieux comment l'idée de civilisation souvent est associée avec une idée de décadence, avec une idée de perversion des mœurs par rapport à une image quelquefois qui est embellie euh, de de la simplicité de la vie de village, et ainsi de suite, où les relations humaines seraient beaucoup plus authentiques, et ainsi de suite. Alors là, les points de vue diffèrent, tout existe. Il y a cette dimension-là qui a été chantée, par exemple, par George Sand, mais il y a aussi l'envers du décor qui a été décrit par Maupassant, par exemple. Euh, donc, ça n'est pas univoque. Donc, il y a ces deux choses-là. Il y a la civilisation qui, en fait, est une sophistication de la vie sociale, avec une stratification, avec une culture, avec, avec un pouvoir, avec une administration, et ça génère le droit. En Mésopotamie, les, les premiers codes juridiques sont apparus, ils sont écrits. C'est le code de Enuna, le Hammurabi, et ainsi de suite. Je veux dire, ce sont des choses qui sont vraiment étonnantes. Ensuite, euh, en Grèce aussi, il y a cette espèce justement, cette sophistication de la civilisation et permet une réflexion, une auto-réflexion, c'est-à-dire qu'au lieu de vivre comme un organisme qui vit sa vie sans en être, euh, sans l'analyser, la civilisation est capable de s'analyser, alors qu'en général, les sociétés barbares, c'est-à-dire les sociétés qui sont en dehors de la civilisation, ne s'analysent pas. Et Et par conséquent, il y a cette perception-là de l'extérieur barbare et de la civilisation qui est souvent perçue comme étant bonne, mais qui souvent est perçue par les gens qui la vivent comme étant perverse. Et, et, euh, et l'histoire est pleine d'invasions barbares qui, qui se rendent maîtres de la civilisation. C'est-à-dire que les forces sauvages des sociétés qui ne sont pas, qui sont moins sophistiquées, euh, leur permettent de vaincre les civilisations qui peuvent s'organiser avec une armée et ainsi de suite, mais qui ont perdu l'énergie de se défendre, la, la force de vie et la violence qui caractérisent les, euh, les sociétés bouillantes alentour. Et ce qui se passe, et je parle de choses qui sont vraiment récurrentes, euh, euh, par exemple, Hammurabi, dont qu'on a évoqué, est le fils d'une population, j'ai oublié leur nom maintenant, qui venait des montagnes du Zagros et qui se sont
et qui ont conquis la Mésopotamie, des villes, et lui-même est devenu civilisé. La même chose avec en Chine, par exemple, les Mongols qui ont conquis la Chine et qui se sont sinisés. La même chose avec les Mandchous, beaucoup plus tard, qui sont conquis la Cisse, qui sont devenus les maîtres de la Chine et qui se sont sinisés. C'est-à-dire, et ainsi de suite. Il y a l'exemple des Romains qui, par rapport aux Grecs, étaient moins civilisés et qui avaient cette, cette phrase comme quoi les vaincus ont vaincu leurs vainqueurs. C'est-à-dire que les Grecs qui ont été vaincus par les Romains ont vaincu leurs vainqueurs pour la bonne raison que la civilisation grecque a été adoptée par les Romains. Ainsi de suite, aussi en Gaule, les Gaulois ont été vaincus et ils ont adopté la civilisation romaine, ce qui a permis quelque chose comme 450 ou 500 ans de, de paix romaine et vraiment une période florissante dans la Gaule d'ailleurs, qui s'est effondrée de nouveau les, euh, par des invasions de barbares de l'extérieur. Et quand on voit les chroniques mérovingiennes, ça fait vraiment dresser les cheveux sur la tête. Je veux dire, de la cruauté des mœurs était absolument épouvantable. Donc, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle barbares, des gens de l'extérieur, mais qui ont aussi des mœurs sauvages. Et bon, nous connaissons l'histoire et petit à petit, par l'influence de la religion, du christianisme, des choses-là, et le temps, alors se reconstitue une civilisation qui devient plus adoucie. Euh, donc voilà. Et ce sont des processus, ce sont des phénomènes historiques de grande, importants du point de vue de l'espace et du temps. Et, et par conséquent, c'est ce que maintenant on appelle la lutte, le conflit des civilisations. C'est-à-dire qu'il il y a des valeurs qui sont contradictoires et par conséquent qui engendrent des volontés de conquête et euh, ou bien par des moyens militaires, ou bien par des moyens d'infiltration démographique et de remplacement, en fin de compte, de population. C'est ce à quoi c'est ce que nous voyons en Europe de nos jours et en partie en Amérique. Et, et, et ce semble-t-il des processus inéluctables. Donc, comment fonctionne une, euh, une civilisation, étant donné qu'elle est par définition, une civilisation, c'est quelque chose de complexe, de sophistiqué. Euh, la, les différents agents, les différents acteurs dans les sociétés complexes ont besoin de jouer leur rôle et par conséquent, ils sont préparés à leur rôle par une éducation. Et alors là, c'est important de voir, et par contre, chacun reçoit l'éducation qui lui convient. Imaginez la France de l'Ancien Régime, les nobles reçoivent une éducation avec certaines valeurs, qui ne sont pas les valeurs du peuple. Et le peuple lui enseigne des valeurs qui lui conviennent et qui ne sont pas les valeurs de la noblesse. Et par conséquent, parce que la noblesse, c'est elle qui a plus de droits et ainsi de suite. Donc, elle a beaucoup d'avantages. Mais d'un autre côté, il y a certaines exigences d'honneur, par exemple, de courage, euh, de, de, euh, d'être prêt à sacrifier sa vie pour l'honneur. C'est ce qu'on appelle noblesse oblige. Et on ne s'attend pas à de telles vertus de la part des vilains, des gens du peuple. Et donc, chaque partie évidemment, il y a les métiers et ainsi de suite, et par conséquent, chaque partie de la société transmet à ses membres
les valeurs et les connaissances qui sont nécessaires à ce que la société continue de fonctionner. Évidemment, il y a des changements progressifs, des évolutions. Et, et quelquefois, quand ça ne marche plus, alors il y a une révolution. Et les choses changent, souvent pas si profondément que ça n'en a l'air au début. Dire en général, les révolutions engendrent des changements de définition qui sont très graves, qui sont très profondes, qui sont radicales. Mais en fin de compte, un nouvel ordre qui ressemble beaucoup à l'ordre ancien, un changement de classe dirigeante, par exemple, mais par la suite, la classe dirigeante se comporte assez souvent comme la classe dirigeante ancienne. Et par conséquent, il y a moins de changements que ce qu'on pourrait croire. Mais quand même, il ne faut pas non plus négliger les vrais changements de fond. Là, par exemple, l'accès à, euh, aux classes dirigeantes qu'une révolution euh, peut engendrer. Donc maintenant, nous sommes maintenant euh, pour parler de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire que nous sommes dans un État l'État d'Israël, qui s'est défini comme étant l'État du peuple juif, l'État-nation du peuple juif, mais qui, étant donné son histoire, et étant donné euh, les persécutions, le manque de droits des communautés juives au cours de l'histoire, n'a pas voulu être, lui, comme les autres. Et par conséquent, a généreusement euh, euh, accordé à des gens qui ne le demandaient pas d'ailleurs, une égalité de droits et une citoyenneté euh, euh, dans l'esprit des Lumières, dans l'esprit des sociétés républicaines ou démocratiques du 19e et du 20e siècle. Et par conséquent, nous sommes et dans une situation dans laquelle euh, notre État n'est pas accepté dans le fait qu'il existe, dans son existence même, par ceux qui nous entourent, par le monde musulman. Il faut pas dire le monde arabe, il faut dire le monde musulman, parce que c'est fondé là-dessus. Ça n'est pas, évidemment, nous ne sommes pas non plus bienvenus par le monde arabe chrétien, mais ça n'est pas la même chose. Et, et eux-mêmes, par rapport au monde musulman, sont dans le même statut de dhimmi qui sont tolérés à condition qu'ils soient soumis et humiliés, hein, comme nous. Mais étant donné que nous sommes un État, alors, euh, alors ça, c'est insupportable pour le monde musulman, qu'il soit arabe, évidemment. Euh, L'islam vient de, de la nation arabe, de la culture arabe, mais aussi turque, persane, et ainsi de suite, indienne avec le Pakistan et tout ça, malaisienne, et je veux dire toutes les, ou africaines, tous les pays qui ont été islamisés ont absorbé euh, une vision du monde qui est une civilisation, il ne faut pas l'oublier, c'est une civilisation avec une loi, la charia et toutes ces choses-là, avec des valeurs, mais qui ne, euh, qui ne supporte pas la- l'existence même d'un État juif indépendant et qui, par conséquent, c'est universel, c'est-à-dire il y a des degrés d'intensité, mais il n'y a pas de, de secte, en quelque sorte, à l'intérieur de l'islam, c'est comme par exemple ce serait des protestants euh, ou des orthodoxes à l'intérieur du christianisme, il n'y a pas ça n'existe pas une secte qui accepte la, le- l'existence de, de l'État juif, de l'État d'Israël. Et par conséquent, il y en a qui sont plus actifs que d'autres, mais tout le monde, en fin de compte, serait content
que l'État juif disparaisse, parce que c'est un scandale à leurs yeux. C'est le monde musulman, encore une fois. C'est la même chose chez les Turcs, c'est la même chose, et ça revient de temps en temps à cause des intérêts. Alors il y a des alliances, et à cause aussi dans la vie quotidienne, on peut avoir des bonnes relations de voisins et ainsi de suite. Mais tout ça, ça ne veut rien dire du point de vue de la croyance fondamentale qui refuse. Or, dans la civilisation occidentale, les leçons de l'histoire, les leçons et des guerres de religion du XVIe siècle, qui étaient terribles dans leur cruauté, des deux côtés, mais c'était entre les protestants et les catholiques, et qui a engendré au XVIIIe siècle le concept de liberté de religion. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'en faire un plat. Je veux dire, on peut vivre ensemble si on met la religion dans la sphère du privé. Et la civilisation occidentale est fondée là-dessus. Je veux dire, elle a résolu ses contradictions internes des guerres de religion, qui étaient d'une intensité idéologique extrême, et dans les faits, des guerres avec un fanatisme, avec des massacres, pas seulement la victoire d'une armée sur une autre. Non, non, c'était vraiment terrible. Si vous lisez même, par exemple, au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, la, la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades, mais c'est absolument, c'est incroyable de voir la cruauté euh, de ces troupes, de ces militaires qui sont allés forcer les protestants dans les Cévennes et tout ça à abjurer leur foi. Euh, Au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, on se dit, mais tout ça, c'est absurde. Et ça n'est pas venu tout seul. Évidemment, ce sont les philosophes, c'est Voltaire, qui est quelqu'un, à mes yeux, pas du tout sympathique, mais en tout cas, il a mis le sujet sur la table, et ça a engendré le fait que Louis XVI, par exemple, a reconnu le droit des protestants d'exister en France, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et ils sont partis, ils ont été, je veux dire, au XVIIe siècle. Et les Huguenots sont partis dans différentes parties du monde, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en Amérique, et en Afrique du Sud. La France a perdu une partie très importante de sa population, et une petite partie a résisté et a réussi à se cacher dans les Cévennes. Et puis, donc, il y avait des protestants en France. Et bon, on les chassait plus tellement, mais enfin, à cause de la philosophie des Lumières, avec un concept abstrait qui est la liberté de religion, liberté de conscience, liberté de religion, Louis XVI a accordé le droit aux protestants d'exister en France. Et alors, les Juifs ont aussi bénéficié de cet élargissement, de cette tolérance, de cette politique de tolérance. Euh, Ça n'était pas fait pour eux, mais en fin de compte, comment, à la derer, comme on dit en hébreu, euh, euh, ils ont été associés avec le statut des protestants. Et ensuite, au temps de la Révolution, ça a pris véritablement une forme tout à fait claire, euh, comme définissant le statut des Juifs comme étant des Français de religion juive, c'est-à-dire que le judaïsme a été redéfini non comme une appartenance à une nation, comme c'était auparavant, la nation juive, mais comme une religion, et l'exigence de leur, comment est-ce qu'on dit ça, d'alléger à la nation française. Et il y a un mot qui dit que remplacer Jérusalem par Paris devient la nouvelle Jérusalem. Euh, donc euh, c'est une nouvelle définition.
Et, et par conséquent, un conflit potentiel, latent, a été éliminé. La société où la religion était un facteur de violence extrême a réussi à neutraliser, à enlever le, le détonateur de euh, de la matière explosive. Et, et c'est en fin de compte le fondement, cette tolérance, cette définition des différences comme étant du domaine du privé, et par conséquent aussi le, la conception de l'État comme étant, comme n'intervenant pas dans les consciences, mais simplement comme un organisateur de la vie ensemble sur les fondements de la liberté qui s'arrête au moment où commence la liberté de l'autre. C'est ça le fondement. D'ailleurs, ce n'était pas du tout évident. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a commencé avec la Révolution française et ensuite le reste de l'Europe avec ce qu'on appelle le printemps des peuples, avec les différentes révolutions de 1848. Ça met du temps à, à, à imprégner les consciences. Mais après que les consciences soient imprégnées, alors elles croient que c'est évident. Or, ça n'est pas évident. Et dans le reste du monde, ça ne s'est pas fait. Donc, les passions, les identités religieuses, par exemple, ethniques, religieuses, et ainsi de suite, restent avec tout leur potentiel de violence. Et, et, et par conséquent, cette, cette paix intérieure qui nous paraît à nous, parce que nous sommes, disons, 10 générations après ces changements-là, ça n'est pas, ça n'est pas une vérité absolue. C'est une acquisition. Et cette acquisition, elle est fragilisée maintenant par différents courants de pensée, le progressisme et ainsi de suite, qui veut faire une justice au-delà de la justice en, en, en donnant un avantage aux soi-disant opprimés, aux soi-disant ou pas soi-disant, d'antan, l'esclavage et ainsi de suite. Et par conséquent, nous sommes dans une situation paradoxale où l'Occident, qui a amené ces valeurs de tolérance et de vivre ensemble, est en crise, une crise autodestructrice et qui euh, engendre un individualisme euh, extrême, presque forcené, puisqu'il y a aussi de la colère là-dedans, ça n'est pas apaisé, euh, et qui fait que les forces de vie les plus élémentaires, comme euh, l'instinct d'avoir des enfants, se réduisent et par conséquent créent un vide qui attire les immigrations. Les immigrations par des populations qui, en général, euh, euh, relèvent de l'islam et chez laquelle il y a encore ces forces de vie d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants, et d'imposer, non pas de s'assimiler à la civilisation occidentale, mais de la remplacer par leur civilisation et avec les moyens, tous les moyens traditionnels de leur conquête, qui est la soumission, d'engendrer la soumission par la terreur. La terreur au sens le plus simple, c'est-à-dire qu'on est terrorisé, et par conséquent, quand on est terrorisé, on s'écrase. Et par conséquent, on adopte le système des gens qui vous font peur. Voilà, donc c'est ça en gros ce qui se passe. Et c'est triste parce que c'est un spectacle à laquelle si nous regardons l'Europe, voilà, bon, ben, la malheureuse Europe, elle va être détruite dans quelques dizaines d'années.
C'est comme ça. C'est comme l'Empire romain, il y a 1500 ans d'Occident, hein, pas Byzance qui a continué encore 1000 ans. Mais comment l'écroulement de l'Empire romain sous les invasions barbares. Et voilà, c'est ce qui arrive. Pour nous, ici en Israël, ça se traduit par un conflit. En Europe, ça n'est pas une guerre. Il n'y a pas le, le djihad se fait par infiltration et aussi génération de terreur par des attentats et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une guerre en forme, ce n'est pas une armée contre une armée. Et ici, on a tout. On a et ça et ça. Et, et, et par conséquent, étant donné qu'on a été traumatisé par la Shoah, et donc on veut se défendre. Et ça n'est pas étonnant de voir que cette volonté de se défendre, qui n'existe plus en Occident, avec cette sorte de fascination pour des gens qui ont des opinions très fortes, et aussi la fascination de la violence qui a été réfrénée pendant des années par la civilisation exactement, fait que la barbarie à laquelle nous sommes affrontés euh, est en fin de compte louée à notre grand scandale. Comment est-il possible que des gens normaux en Occident soutiennent les massacres du Hamas? Or, c'est ce que nous voyons. Et nous voyons, ce n'est pas simplement des franges, ce sont des parties entières de la population. Et ceux qui ne sont pas de cette opinion se taisent. Il y a très peu de gens, heureusement qu'il y en a certains, mais qui osent euh, veut dire, vouloir ouvrir les yeux aux grandes masses pour leur dire, regardez de quoi vous parlez, de qui êtes-vous tombé amoureux. Donc ça, c'est un grand problème. Est-ce que l'éducation peut améliorer la situation, disons en Occident? C'est une grande question. Là, l'Europe occidentale, surtout la France, mais la France avait une influence beaucoup plus grande que maintenant, euh, au XVIIIe, XIXe siècle. Et, et en France, il y avait la foi, une sorte de foi dans la valeur salvatrice de, euh, de la connaissance et du raisonnement rationnel, de la possibilité de penser. Et c'est ce qui a été, en fin de compte, le moteur de la création de cette institution qui ensuite s'est perpétrée dans le monde entier, de l'éducation primaire comme un droit de l'enfant, n'est-ce pas? Et évidemment, pour ça, il faut un programme, il faut des maîtres, et ainsi de suite, et il faut une institution, un ministère et tout ça. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que ce ministère, en France, s'appelait jusqu'en, je crois, si je me souviens bien, en 1932, ça s'appelait le ministère de l'instruction publique. Instruction publique. Et ce n'était pas du tout par hasard. Et c'était dit d'une manière précise que l'éducation appartient à la famille. L'instruction, le devoir d'instruction appartient à l'État. Parce que c'est un droit de l'enfance à être instruit. C'est très intéressant cette chose-là. Ça n'est pas évident. Par exemple, j'ai appris il n'y a pas, il y a pas longtemps que Gandhi, le grand Gandhi de l'Inde, était opposé à l'instruction à l'instruction des masses. Il disait le paysan indien, hindou, okay, euh, il vit une vie parfaite, harmonieuse.
ça ne lui servirait à rien de savoir écrire son nom. Ça, c'est Gandhi qui dit ça. Il était donc opposé. Alors on peut comprendre le contexte parce que l'instruction aurait été donnée par les Anglais et ainsi de suite. Ça, ce serait une sorte de britannisation des hindous, évidemment. Bon, mais quand même, c'est assez étonnant pour nous d'entendre cette chose-là. Donc ça n'est pas évident. Il y avait une foi que, je pense, tous les francophones euh, partagent parce que ça leur a été inculqué par des générations de- des hussards de la République, n'est-ce pas? Les instituteurs étaient appelés comme ça, euh, que la valeur salvatrice, la valeur libératrice du savoir, et pas seulement du savoir quantitatif, mais du savoir euh, avec réflexion, avec possibilité de penser. Et, on ne peut qu'admirer ce qui a été fait. J'ai ici à la maison des livres de classe dans lesquels j'ai étudié et tout ça, et quand on voit ce qu'on arrivait à enseigner des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, euh, le Lagarde des Michards, enfin je veux dire les lettres et tout ça, mais la profondeur des questions, la, 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 l'exactitude euh, des, des connaissances qui étaient transmises et ainsi de suite. Je ne parle pas du primaire, où il y avait élargissement du vocabulaire dans des quantités de domaines, l'histoire, géographie, l'histoire de France, et ainsi de suite. Évidemment, c'était eurocentriste, même franco-centriste, c'est sûr, mais c'était d'amener une sorte de masse de connaissances qui permettait aux citoyens, quelle que soit leur origine sociale, d'arriver à la pensée. Et alors, c'est évidemment la base du point de vue de la structure de la société, c'est la base de la méritocratie. C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, euh, était bon élève, il pouvait arriver aux sphères les plus hautes de la société, ce qui est une chose extrêmement rare. Évidemment, quand on est bourgeois, fiche de bourgeois, euh, où il y a de la culture à la maison et ainsi de suite, tout ça, alors on a plus de chances d'arriver. C'est pas l'égalité parfaite, mais du point de vue des moyens qui sont donnés, qui ont été donnés à, à des populations, même d'immigrants et tout, des gens qui parlaient une autre langue à la maison et ainsi de suite, c'est une chose véritable et on peut le voir. Je veux dire, de grands hommes, de grands écrivains, de grands savants sont sortis de la masse, vraiment de la masse populaire, grâce à l'école publique, à l'instruction publique. Et c'est étonnant de voir comment ça a été changé, euh, je crois par un ministre qui s'appelait Herriot en 1932, le nom en éducation nationale, ce qui est très très grave pour la bonne raison que l'État, à partir du moment où il définit l'école comme étant le lieu non de l'instruction, c'est universel, c'est neutre, c'est simplement accès à. Imaginez les mathématiques. Si je n'ai pas un prof de maths, eh bien, je n'apprends pas les mathématiques, c'est sûr. Mais les mathématiques ne forment pas mes opinions. Vous comprenez? J'ai accès à un savoir. Après, avec ce savoir, je peux faire différentes choses. Et alors évidemment, les mathématiques, c'est ce qui est le plus neutre. C'est certain qu'apprendre l'histoire, dans l'histoire, il y a évidemment de la subjectivité. Dans la littérature, il y a de la subjectivité. Mais justement, le fait d'acquérir euh, une, une culture large de, de ces sources subjectives, ça permet une liberté. Je veux dire, j'apprends Rousseau et j'apprends Voltaire. Ça me permet une liberté de pensée. Vous comprenez? J'apprends, je lis Victor Hugo et je lis Stendhal. C'est pas la même chose. C'est Ken, ce que j'ai évoqué auparavant. Je lis George Sand,
idéalisation de la vie agricole, paysanne, et je lis Maupassant qui décrit les horreurs des incestes et de toutes ces choses-là en Normandie. D'accord? Évidemment, en dehors de Normandie, ça n'existe pas. Euh, enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez ce que je veux dire. Et la poésie, Et la barbarie. Pardon? Et la barbarie par rapport à l'éducation. Alors, justement, Attends, laisse-moi une phrase, d'apporter Dan. l'instruction, encore une fois, l'instruction permettait de, d'avoir les outils, encore l'instruction sans l'éducation, hein, l'éducation étant laissée à la famille, et par conséquent aux différentes religions auxquelles appartient la famille. Donc la conscience, les valeurs, à part les valeurs de la République qui permettent justement le libre ensemble, le vivre ensemble, c'est-à-dire le respect de la liberté de l'autre, il y a quelque chose de véritablement libérateur dans cette conception-là. Mais à partir du moment, et ça n'est pas par hasard que c'est à cette époque-là que le nom a été changé en France, euh, c'est le moment où il y a de grandes idéologies qui veulent réformer le fascisme. Encore une fois, maintenant, le fascisme, c'est un mot grossier. Mais, mais si on essaie de se remettre dans le contexte de l'époque, pas le nazisme, mais le fascisme, Mussolini, et ainsi de suite, il y avait encore une fois, je ne veux pas dire là euh, l'éloge du fascisme, mais il y avait aux yeux des gens qui voyaient des phénomènes négatifs, il y avait là une espèce d'espoir de, 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 euh, de résurrection d'une société qui croit en elle-même et ainsi de suite, euh, et par rapport au danger de la conception communiste qui évidemment était le bien absolu chez beaucoup d'intellectuels, mais quand même, quand on connaît la réalité des régimes communistes, quels qu'ils soient d'ailleurs, russes, cubains, chinois, vietnamiens, et ainsi de suite, je veux dire, c'est pas joli joli. Et c'est, je veux dire, c'est nous sommes encore influencés par cette espèce de vision positive du communisme à cause de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a mis plus de temps à se libérer de ça. Or, justement, ces régimes-là avaient une intention totalitaire, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment éduquer à la place d'instruire. L'instruction respecte la liberté et elle donne au contraire les moyens d'une liberté plus grande par le savoir, mais l'éducation veut former des, des gens qui sont formatés à une idéologie. Il faut bien comprendre ça. Idéologie fasciste, idéologie communiste. Et par conséquent, l'éducation, quand elle est prise en main par l'État, devient un moyen euh, euh, indoctriner, n'est-ce pas, d'indoctrination, de créer un citoyen qui n'est pas un citoyen, un sujet en fin de compte, de recréer un sujet. Et il se trouve que le, la conception du monde de l'islam, c'est exactement ça. C'est exactement ça, avec en plus que c'est une religion. Mais ça n'est pas une religion au sens où le christianisme est une religion. Parce que le christianisme, dans sa définition même de religion, est, est fondé sur le principe que ça n'est pas l'État. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est dès le fondement du christianisme. Donc après, évidemment, après Constantin et tout ça, l'État chrétien, le roi chrétien et tout ça, et, il y a une dimension politique. Mais dans sa nature profonde, le christianisme n'est pas. Il est en dehors du politique. Or,
L'islam est dans sa nature profonde, il est depuis le début, il est politique. C'est un État, din wa dawla, din wa dawla. Et c'est un État qui met en œuvre les moyens de coercition qui sont fondés sur la peur, sur la violence, exercée par l'État pour le califat et ainsi de suite, qui est le califat, c'est celui qui remplace, hein, khalif, comme en hébreu, les akhlif, et Muhammad, qui est inspiré de Dieu et ainsi de suite, et par conséquent la charia et toutes ces choses-là qui met en ordre, et avec les sanctions, avec les punitions, tout ça, un ordre politique qui est conquérant, qui a comme aspiration d'amener le monde entier à être soumis, hein, islam, à être soumis à la volonté de Dieu telle qu'il la représente. Et c'est pourquoi, Brigitte, tu disais comment c'est possible que des gens qui croient en Dieu, hein, le même Dieu que nous, en fin de compte, puisque c'est pas, c'est pas par hasard. L'islam, je veux dire, le Dieu de l'islam, c'est le Dieu des Juifs. C'est le Dieu des chrétiens. C'est le même. Ça veut dire, c'est pas un des dieux. Je veux dire, c'est pas comme en Inde. Hein, c'est pas le Brahman ou quelque chose comme ça. C'est le Dieu d'Israël. Et, et le Coran est plein de ces références au Dieu d'Israël en tant que Dieu d'Israël. Mais avec évidemment la prétention que euh, le Mohammed est le dernier des prophètes et que sa prophétie supplante les autres. Mais dans leur conception, David et Shlomo et tout ça, ce sont des musulmans. Mais il faut comprendre, musulman, ça ne veut pas dire des membres de la religion musulmane, mais des gens qui se sont soumis, musulmans, qui se sont soumis à la volonté de Dieu. Et par conséquent, quelqu'un qui s'est soumis à la volonté de Dieu devient par là même un outil de propagation de la soumission à la volonté de Dieu par la violence. Et c'est ça le djihad, et c'est à cela que nous sommes confrontés. Et par conséquent, il faut semer la terreur chez les ennemis d'Allah, et la terreur se fait justement par une violence extrême, telle que nous l'avons vu avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Dire, y compris les viols, les démembrements, tout ça, ça fait partie de la panoplie. Ça n'est pas une petite glissade, ce n'est pas. Non. Alors évidemment, il y a des gens qui disent non, l'islam, c'est pas ça et tout ça, mais tout ça, c'est de la taqiyya. Tout ça, c'est pas vrai. Le vrai, c'est que c'est ça qu'ils font et ils promettent de le refaire. Pour la bonne raison que insuffler la crainte dans ceux qui ne sont pas encore musulmans, c'est le moyen de les amener à se soumettre. Hein. Quand on est terrorisé, et regardez, dans beaucoup d'endroits, c'est ça qui s'est passé. Regardez l'islamisation de l'Égypte. L'Égypte était chrétienne, ils étaient coptes. Et petit à petit, de génération en génération, il y en a marre d'être dans ce statut de zimmi, d'être oppressé, d'être violé, d'être volé, d'être humilié, et ainsi de suite. Et par conséquent, euh, à chaque génération, un certain pourcentage de Coptes euh, devenaient musulmans et par conséquent passaient au camp des vainqueurs. Voilà, c'est ça qui se passe et c'est ça la stratégie. Alors, est-ce que l'éducation peut faire quelque chose là-dedans? L'éducation, qu'est-ce qu'on entend par éducation? Il faut bien comprendre, l'éducation, c'est la transmission de valeurs, ça n'est pas l'instruction seulement, ça n'est pas que l'école. Imaginez que l'école transmet un certain nombre de valeurs, disons, citoyennes, mais la maison continue de transmettre les valeurs d'une religion qui n'est pas une religion, qui est une idéologie politique qui vise à conquérir le monde et à le soumettre. Ben, qu'est-ce qui va être plus fort là-dedans? C'est pas possible. À partir du moment où on accepte que il y a la liberté de religion,
qui est un concept encore une fois, qui a été fondé sur la religion comme étant la religion chrétienne, c'est-à-dire qui est par essence une non-politique, appliquée à une religion qui est par essence politique, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, s'il n'y a pas une réforme intérieure de l'islam, et ce n'est pas du tout en vue, euh, malgré ce qu'espère le Rav Uri Cherki, eh bien, eh bien on est là en face de cette violence, mais ce que peut l'éducation chez nous, intérieure, c'est d'être conscient d'une manière objective, par une instruction, par une connaissance de l'histoire objective, fondée sur des faits, sur des textes, et, et sur la manière dont les textes sont mis en œuvre. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'islam, l'histoire des pays musulmans, ce qu'ils ont fait en Inde, ce qu'ils ont fait dans leur conquête, ce qu'ils ont fait partout, ce qu'ils font entre eux, entre les chiites et sunnites, et ainsi de suite. Quelle est leur théologie, quel est leur droit, et tout ça avec les beaux côtés et aussi avec ce que c'est d'une manière euh, objective. Encore une fois, pas de l'anti-propagande, mais de, d'ouvrir les yeux, c'est-à-dire d'arrêter avec, avec cette sorte comment dire, de mensonge qu'on se ment à soi-même en croyant que l'autre, il est comme nous. Eh bien non, il est autre. Que faire? Il est autre, il fonctionne autrement, sa société fonctionne autrement, et on peut la décrire exactement comme on décrit la société chinoise, la civilisation chinoise, la civilisation japonaise, et tout ça avec ses valeurs, sa beauté, tout ce que vous voulez, et les choses auxquelles on ne peut pas adhérer parce que c'est contraire à nos propres valeurs. Donc, l'ignorance de à qui on a affaire, encore une fois, sans colère. Sans colère, il faut s'informer. Il faut s'informer, comprendre qu'est-ce qui fait que, à leurs yeux, le bien, c'est de faire ce qu'ils ont fait. C'est le bien. C'est pas ça n'est pas une organisation de vendeurs de drogue qui savent qu'ils font le mal, vous comprenez, ou de prostitution, ou de je ne sais pas quoi, de raquettes. Ça, c'est le mal ce sont des malfaiteurs qui sont conscients qu'ils sont des malfaiteurs. Là, ce sont des gens qui font le bien à leurs yeux. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, alors on va tomber chaque fois dans les mêmes erreurs. On va croire au vivre ensemble et on va donner des droits égaux, on va faire comment ça s'appelle ça, de la Aflaya Metakenet, aidez-moi, comment ça s'appelle ça? Ségrégation positive. Oh, ah, Ségrégation positive. oui, oui, et ainsi de suite, en croyant amadouer des gens qui ne veulent absolument pas être amadoués, avec qui ça ne marche pas, parce qu'ils ont un grand système, une grande civilisation extrêmement forte, qui, en face de la situation actuelle de l'Occident, où le doute, l'individualisme, l'hédonisme, la féminisation Arrête. de la société engendre une sorte d'impuissance en face de cette force de foi qui existe et qui grandit à l'intérieur du monde musulman. Voilà. Donc, euh, je pense que l'éducation ne peut rien contre l'éducation musulmane, qui, elle, fabrique des gens qui, qui vont faire de nouveau le 7 octobre comme étant le bien. Et en face de ça, il faut qu'on comprenne les mécanismes de l'islam qui font qu'il faut, pour se défendre, pour obtenir une trêve de non-violence, il faut leur signifier qu'ils sont vaincus de nouveau et de nouveau et de nouveau. Et ceci par des pertes de territoire, des pertes de territoire.
Il n'y a que Ça. ça qui marche. Les pertes de vie ne veulent rien dire pour eux. C'est Je vais triste, c'était donner très la triste ce que place je à veux des dire, mais questions. c'est la vérité, et c'est la vérité objective. Et ça, il faut l'enseigner. Donc là, l'instruction de l'histoire est nécessaire pour permettre aux individus d'avoir un choix, de ne pas être endoctrinés par une foi naïve dans la paix et dans l'identité de l'autre, et de pouvoir analyser objectivement en face de qui sont nos ennemis et quel est leur pouvoir et comment on peut neutraliser euh, relativement leur puissance de destruction. Todarabadan, je voudrais faire la place aux questions, tu comprends? Euh, euh, on peut ouvrir les micros là? Monsieur de Lillemode, là, comment il s'appelle? Les micros sont Oui, ouverts. on peut ouvrir. D'accord. Qui veut Ouais, poser je des voulais poser une questions? question. Moi, je voulais poser une question. C'est-à-dire, finalement, tout cet exposé reposait sur la distinction entre l'éducation qui apporte une certaine idéologie, etc., qui est donc dangereux, et à côté de ça, l'instruction qui permet d'être plus objectif. Et il me Non, semble non, que je n'ai pas parlé du nazisme, qui avait une très grande instruction. non, non, pas du Et tout. de notre Donc, côté, chez nous, vous pardon, oubliez juste je que termine, et juste chez les nous, nazis ont on brûlé a les... aussi, on demande l'éducation, on forme aussi, on formate aussi nos enfants quelque part. Non, d'abord, il faut connaître l'histoire du nazisme. Il y a aussi cette, je ne me rappelle plus qui est-ce qui a dit, un des dirigeants là-bas, quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. Il y avait une, une opposition nazie à la culture, comme étant justement quelque chose qui affaiblit. Alors évidemment, il y avait, euh, comme, comme, on ne détruit pas tout, il y a la musique et toutes ces choses-là. Euh, et par conséquent, il y avait des gens qui aimaient la musique classique, et ainsi de suite. Mais l'idéologie nazie n'est pas du tout pour l'instruction. Elle est pour la formation idéologique d'une masse. euh, D'ailleurs, enfin, vous connaissez le livre de Canetti, Mass und Macht, hein, très très intéressant d'ailleurs de voir la psychologie collective des différents peuples et donc de faire il dit Canetti que l'idée du peuple chez les Allemands, c'est la forêt. Hein, c'est la forêt, la forêt de pins comme ça, très droit comme ça, comme une armée comme ça qui va ensemble et qui a une puissance extraordinaire. Et on ne peut pas ne pas être rempli d'admiration pour cette sorte de capacité allemande à faire une armée d'une efficacité effarante, jusqu'au bout, euh, jusqu'à leur défaite. Euh, c'est pas du tout l'idéal de l'instruction avec justement la, euh, la, la libre pensée. Il y a un livre extrêmement intéressant dans la culture allemande, c'est de Thomas Mann, les, c'est- comment ça s'appelle? C'est une sorte d'épopée d'une famille, comme ça, dans lesquelles une famille marchande de Lübeck, dans laquelle, à la troisième génération, il y a des artistes. Et La alors, montagne magique. comment ça s'appelle? La montagne magique. Non, non, c'est pas la montagne magique, non, non. C'est- C'est l'autre, c'est Bruckelmann, c'est le nom de la famille. Bon, peu importe. Donc, dans lequel on voit comment le fait de devenir artiste, ça, c'est quelque chose de délétère, c'est quelque chose qui affaiblit. Et en fin de compte, c'était ça le message de du nazisme en face de la culture de la République de Weimar comme étant quelque chose qui était décadent. Et ils ont opposé à ça le corps, les Hitlerjugend et toutes ces choses-là, et la foi dans le leader, dans le Führer et toutes ces choses-là. C'est le contraire de l'instruction. Alors, Oui, mais ça, ça ne veut pas dire qu'ils ont fermé les écoles, mais les écoles sont devenues des instruments d'indoctrination. ils ont pu endoctriner un Pas du peuple tout de... très, 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 très plein d'éducation. Plein de- Le peuple, comment il a suivi, c'est fou. Oui, mais c'est des Allemands, hein. Je peux poser une question? Non, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions? D'abord les autres.
Bon, bon, alors moi, je veux poser une question. D'abord, premièrement, est-ce que la distinction que tu fais entre l'instruction et l'éducation, elle est vraiment sérieuse? Parce que tout savoir qui est transmis, il n'y a pas d'objectivité, ça n'existe pas. Dans le choix de ce que tu vas transmettre à l'intérieur de l'instruction, il y a déjà des choix. C'est-à-dire rien n'est vraiment objectif, ça c'était ma première remarque. Deuxième remarque, moi j'ai toujours été stupéfaite par le fait que la République en France, elle a été fabriquée par les instituteurs. Donc j'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait, oui, un pouvoir dans l'éducation, et toi tu me dis vraiment le contraire. Ma question, elle est comme ça. Tu as donné un exemple super intéressant euh, on a vaincu la violence interreligieuse en France parce qu'on l'a mise dans le domaine du privé, mais y compris chez les juifs, où le sens du collectif est très important, y compris chez les musulmans, où le sens du collectif est Ben très oui, mais ça ne important. marche pas chez les Ça ne musulmans. peut pas marcher, mais chez les juifs non plus. On est là un peuple souverain, Parce que, juif. à cause de l'antisémitisme, parce que les Juifs ont collaboré, ils se sont crus français, mais les Français, dans leur ensemble, ont continué à voir en eux, comme les Polonais voient dans les Juifs, une nation, des gens autres. Ma Alors, il y a question, elle est beaucoup comme de ça. Français, ça a pas mal réussi quand même en France. Je veux dire, maintenant, Finalement, évidemment, Dan, il y a l'antisémitisme musulman qui est Dan, ma soutenu par question. la gauche qui a perdu ses foules et qui a besoin d'une nouvelle base et tout ça, et qui la trouve parmi les musulmans. Ça, c'est Mélenchon et tout ça. Ça, c'est l'antisémitisme nouveau de la nouvelle gauche. Mais euh, euh, auparavant, je veux dire, avant ces phénomènes qui sont, en fin de compte, qui ont 50 ans, quoi, ou 40 ans, eh bien, une immense, bien qu'il y ait eu beaucoup d'antisémitisme, il y avait quand même une grande masse de Français qui considéraient les Juifs comme étant véritablement des Français de religion juive. Donc ça a réussi en partie. Ça a Mais, réussi en partie. mais C'est Dan, la fameuse, ah, la formule de Clermont-Tonnerre. Oui, oui, Il d'accord. considérait les Juifs non pas comme une nation, mais comme individus. Exactement. Mais ça, pour ça, il faut que ça soit intériorisé par l'ensemble de la La population. nation. Ça ne suffit pas d'être formulé. Exactement. Donc, non, une grande partie des Français ont assimilé cette chose-là et ont Oui, mais considéré leurs voisins juifs comme Napoléon étant est un Français arrivé. de religion juive. Mais en Pologne, ça n'a jamais été comme ça. Il n'y a aucun Polonais qui considère un juif comme étant un citoyen comme lui, un Polonais comme lui, ce qui avait une petite différence de religion. Ils le perçoivent évidemment comme étant le membre d'une nation autre. ok, C'est ça. Dan, mais toi tu dis que l'éducation, l'instruction ou l'éducation ne peut rien. Disons l'école ne Mais peut non, rien. j'ai pas du tout dit ça. Tu as quand même dit beaucoup ça. Or moi justement, tu Non, j'ai reprends dit mon... que l'idéal, l'idéal républicain, hein, qui n'est pas exactement l'idéal démocratique, il faut savoir, mais ce n'est pas notre sujet. L'idéal républicain était que l'accès à la connaissance objective. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de connaissance qui est parfaitement objective. Quoique les mathématiques, c'est parfaitement objectif. Bien que aux États-Unis, maintenant, il y a tout un courant qui dit que 2 et 2 font 4, c'est de la pensée blanche. Hein, non, non, n'oubliez Oui. pas. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ça n'est pas, ça a l'air d'une plaisanterie, mais ça n'est pas. Enfin, bon, mais ça, c'est la perversion des idées folles, quoi. Euh, mais donc, l'idéal républicain était que parmi les droits de l'homme, il y avait le droit à l'instruction, l'instruction primaire, pour que les enfants puissent être citoyens, pour qu'ils soient capables d'une liberté de choix. Il y avait aussi l'instruction civique. Il fallait connaître les lois et comment, je me rappelle, moi, comment le Et chef quel rapport avec la choisissait barbarie alors? qui élit quoi, et ainsi de suite, et comment écrire une lettre à son député, comment écrire au maire, et ainsi de suite. Il y avait un côté pratique là-dedans, dans l'éducation primaire, qui était de faire un citoyen, pas, pas, un, euh, pas un fanatique.
quelqu'un de libre. Et c'était justement en laissant l'éducation à la famille. Les valeurs qui ne sont pas les valeurs du vivre ensemble. Je veux dire, je ne dis pas que l'instruction n'a pas de valeur. Elle donne les valeurs du respect de l'autre qui permet le vivre ensemble, le respect de la loi, et ainsi de suite, et le recours à la loi. Et par conséquent, tout le système des élections, ainsi de suite, et tout ça, et l'accès, le fait d'être éligible, et ainsi de suite, tout ça, ça fait partie en quelque sorte, la panoplie euh, de citoyenneté qui fait partie de l'instruction publique. Mais pas les valeurs, est-ce que Dieu existe, et ainsi de suite. Enfin, Mais ça, non, c'était laissé dans la sphère du privé. je voudrais juste dire quelque chose. Quand j'ai dit tout à l'heure que les instituteurs ont créé la République, c'était contre les catholiques, c'était contre les curés, c'était contre. Mais ça a été fait de manière autoritaire, cette éducation au départ. Elle a été obligatoire. Et ce n'était pas que de l'instruction, puisqu'on crée la République. C'était quelque chose d'important. Donc l'éducation, oui, a un certain pouvoir. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, en Israël, par exemple, on pourrait, de manière autoritaire, imposer une éducation contre la barbarie? C'est ça ma question. Quelle barbarie! La barbarie musulmane. À l'intérieur d'Israël, Oui, monsieur. je veux dire, contre les citoyens Contre, pas musulmans contre, d'Israël, pour, pas contre, pour les Rêve, libérer de la barbarie, je sais pas. ça, c'est autre chose. C'est demander un changement dans les valeurs de l'éducation musulmane. Hmm. Oui, mais ça, on ne peut pas faire ça de l'extérieur. Mais si c'est nous On peut qui simplement se finançons, défendre on peut se défendre contre une agression, c'est tout. On ne peut mesdames, pas si être c'est à nous leur qui place, payons les écoles, c'est nous regarde, qui finançons les écoles, voyons. On ne peut pas imposer de lutter contre la cruauté, contre la barbarie. Voilà ma question. Pourquoi pas? C'est d'éducation, mais il y a quand même un non, aspect. il y a la possibilité d'une sorte de censure. C'est-à-dire que le vivre ensemble citoyen euh, devrait permettre à l'État de censurer des valeurs de violence contre, Et de haine. contre les Juifs qui sont euh, la base de l'éducation musulmane et qui se sert du système éducatif israélien dans lequel il y a une séparation entre les écoles musulmanes et tout ça suivant les secteurs. Et par conséquent, à l'intérieur des écoles musulmanes, les valeurs de l'islam sont transmises. Les valeurs de l'islam qui sont évidemment pas du tout à notre avantage. Ok. Donc ça, il faudrait, je veux dire, ce serait légitime. Je ne sais pas si c'est possible du point de vue des tensions que ça créerait, j'en sais rien. Ça, c'est une question d'analyse de la faisabilité. Euh, euh, mais en principe, un État, c'est comme les États qui interdisent le Parti communiste. Vous comprenez? C'est légitime, étant donné que le communisme euh, a comme définition qui va remplacer le système démocratique, disons, d'un État par la dictature du prolétariat, il est légitime, du point de vue d'une démocratie, de dire non, moi je ne veux pas permettre à des gens de fomenter mon annulation. Donc, ça, c'est Pas légitime. pareil. Comment c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Non, parce que ça, c'est la haine pure, je dis. Où est-ce la haine pure? Et Dans l'islam, il y a la haine du juif. Et ça, exactement. ça Ben oui, mais c'est légitime de se battre contre cela dans les écoles, à mon avis. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très non, important. je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la bonne raison que à l'école va, mettons qu'on fasse ce que tu dis. Alors l'école va dire c'est pas bien de haïr et tout ça, et ce que vous avez dans l'islam là qui engendre la haine, il faut l'effacer. Bon, alors il revient à la maison, et puis là l'imam dit bah oui, les juifs ils essayent
de t'arracher à l'islam et il est contre Allah et tout ça. Ça va engendrer encore plus de haine. de violence. Mais ce qui s'est passé l'année passée avec le parti Ram, c'est exactement l'inverse que Madame parle. Non, mais personne n'a essayé de faire quoi que ce soit dans le système éducatif pour contrer l'enseignement de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune. Sur le plan politique, Pardon? sur le plan politique. On t'entend pas bien, on t'entend pas bien. Il faut fermer un des micros. Oui, Il voilà. y a deux appareils. D'accord. Non, du point de vue politique, c'est autre chose, c'est une autre analyse. Là, on essaye d'analyser, est-ce qu'il y a, ce que propose Brigitte, est-ce qu'il y a une manière de neutraliser en quelque sorte la haine euh, par, euh, euh, par une sorte d'endoctrination contraire aux valeurs de tolérance et ainsi de suite. Ben, je pense que ce n'est pas possible. Mais c'est très important pour les Juifs d'apprendre objectivement quelle est la réalité de, de, de nos ennemis. Or, ça a été volontairement, il y a un refus depuis vraiment la création de l'État euh, de reconnaître que le conflit est un conflit religieux. Encore une fois, le mot religieux est embêtant. C'est en fin de compte, c'est un conflit idéologique. C'est-à-dire parce que l'islam n'est pas une religion comme de la sphère du privé par nature, comme le bouddhisme ou le christianisme le sont. Mais c'est une religion d'État. C'est une religion avec l'État. C'est un État qui a une religion. C'est une pensée totalitaire. Hein. Pardon? C'est une pensée totalitaire. On peut appeler ça comme ça, oui, évidemment. Ils sont Oui, pas. c'est une pensée Je veux dire, totalitaire. on C'est voit nous. dans l'histoire de l'islam, c'est aussi très important. Regardez ce qui s'est passé au 8e siècle et au 9e siècle. Il y avait à Bagdad un mouvement philosophique qui s'appelait Ikhwan al-Filasafa, les frères de la philosophie. Et ils ont été, euh, ils ont développé des choses très intéressantes. Certaines, on les voit dans le Rambam, dans le Moreh Nevuchim et tout ça. Mais avec les Mutakallimin et les Mu'tazilin, avec des choses très intéressantes du point de vue de la théologie et de la philosophie. Mais en fin de compte, ils ont été massacrés. Massacrés. Et c'est l'islam fondamentaliste qui a chaque fois eu le dessus. Donc il n'y a pas eu d'interprétation, de réforme intérieure à l'islam. Et il semblerait, il me semble que, que, que ça n'est pas possible, étant donné que l'islam est fondé sur le fait que la personne de Muhammad et son histoire personnelle, qui est décrite dans la source qui est la plus populaire, même, qui s'appelle la Sira, c'est la vie de Muhammad, et ça fait, et toute sa vie est l'exemple et c'est la source de la législation. On a une question d'Alain Bislich. Vas-y, Alain. On m'entend? Oui, oui. De ce que je retiens, c'est que l'Occident, enfin nous juifs, nous a endormis, on s'est très bien intégrés, on a été endormis en Occident. C'est une chimère de vouloir faire le même processus aux musulmans, que ça soit par l'éducation ou l'instruction, peu importe le terme qu'on utilise, pour essayer de s'aligner et d'avoir un dialogue avec eux. Donc finalement, Et un vivre ensemble. Pardon? Et un vivre ensemble. Et le vivre ensemble. Donc finalement, la seule optique qu'il y a, qui est une optique face au totalitarisme musulman, la seule optique est une optique de guerre totale pour laquelle on n'est absolument pas préparé mentalement, certainement pas nous avec notre éducation européenne. Donc comment est-ce qu'on fait finalement, je pense, de penser qu'on va changer les musulmans en les éduquant ou en fantasmant sur le fait qu'on puisse leur faire changer l'équation de leur considération, ce sont des chimères complètement totales. Et ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'on continue à se raconter en permanence des histoires, on continue à s'endormir et on repousse en permanence le réveil et finalement
il y a quelque chose enfin, il y a une espèce d'apocalypse qui s'approche. Si on n'est pas capable de l'affronter les yeux grands ouverts et de s'y préparer, on va subir le même sort que beaucoup d'autres avant nous. Donc, comment est-ce qu'on se réveille puisqu'on n'est pas capable de faire changer l'islam? Non, mais, alors justement, par la connaissance de l'islam, on peut avoir une autre stratégie. Dans l'islam, il y a la mitzvah de djihad est supérieure à toutes les autres mitzvot. D'accord. Il y a les 5 mitzvot connus, et le djihad, il est au-dessus de ça. D'ailleurs, il est tellement au-dessus de ça qu'il permet à celui qui est occupé au djihad de ne pas faire le ramadan, de ne pas faire le pèlerinage, de ne pas faire la prière, et ainsi de suite, parce qu'il est occupé à l'essentiel. Et, euh, et, et donc, et l'idéologie dominante maintenant, c'est celle des frères musulmans. Alors, il faut comprendre de quoi il s'agit. Euh, c'est une idéologie qui a été, pas une idéologie, c'est une théologie. C'est une théologie qui a été développée après l'annulation du califat turc ottoman en 1921. 21. En 1926, alors est apparu le livre comment il s'appelle? L'Égyptien. Égyptien, oui, qui est le fondement du mouvement des frères musulmans, qui a réanalysé quelle est la situation, étant donné que le djihad est par essence une mitzvah collective qui appartient au calife de l'exécuter. de, 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 de l'initier. On doit arrêter parce qu'on a un cours qui commence dans 4 minutes. On a un cours qui commence dans 4 minutes. Il faut faire non, mais je conclus cette chose-là. Voilà. Et donc, le chidouche des frères musulmans, c'est de dire, maintenant qu'il n'y a plus de calife, la mitzvah de djihad incombe à chaque musulman. À chaque individu. À chaque individu. Donc on veut rétablir le califat. Pardon? Donc si on rétablit le califat… Il y a le rêve de rétablir le califat. Mais quand il n'y a pas de califat, la djihad revient comme ça. Or, il y a une situation ilkhatique, en quelque sorte, de halakha dans l'islam qui fait que on peut arrêter le djihad pour un certain moment. C'est ce qu'on appelle dhu'f al-mu'minin. Dhu'f, c'est la khulsha, c'est la faiblesse des croyants, c'est-à-dire la faiblesse militaire. Donc on rachèterait des trêves, on reconquérir. Alors ça engendre une trêve, c'est-à-dire une hudna. Ça n'est pas la paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, ça n'existe pas. Mais si on arrive à faire hudna après hudna après hudna, alors on est tranquille. Or, là, c'est par exemple, d'une manière très concrète, pour créer cette conscience de khulsha, de faiblesse des croyants, il faut qu'ils aient une perte territoriale. Le nombre de morts qu'ils ont, ça n'a aucune importance. Ils sont tous shahidim, il y a une profusion de vierges 72 comme ça, enfin, pour chacun et tout ça, c'est merveilleux. C'est de mourir en shahid, c'est leur grand idéal. Donc, plus on les tue, et plus on fait des shahidim, et il va y avoir des nouveaux shahids et tout ça. Ça veut dire, nous, on croit qu'on va par le fait qu'on tue le plus possible de gens du Hamas, ça va leur donner une leçon. Ça n'est pas vrai. Il faut récupérer les territoires. Exactement. Il n'y a que ça qui marche. OK. Toda Rabba. Merci beaucoup. Toda Rabba. Il y a un point optimiste, c'est que dans le Coran, on doit arrêter. Non, le Coran original, on dit que les terres d'Israël appartient aux Juifs. Et ça c'est la chose qu'il faut faire savoir. Il n'y a pas de djihad parce que ça appartient aux Juifs. Mais ils répondent qu'on n'est pas les Juifs, on est des Khazars.
Ouais, peut-être. Désolé, on est Kazan. obligé d'arrêter. On est obligé d'arrêter. Personne n'a envie d'arrêter, mais on est obligé. Voilà. Désolé. C'est quand même Allez, François l'enseignement. Ronac, Oui, tu rajouteras Et nous, quelque on est des chose berbères comment aussi. C'est quand même l'enseignement en France qui Allez. a réduit le christianisme. Non, il faudrait enseigner l'islam à tout le monde, là, pour qu'on ait conscience de ce que l'islam est l'islam. תודה רבה. Bonne soirée. Merci beaucoup. שבוע טוב. Mazel tov.